quatrième opus de ce qui devait être le tour d'horizon de KiCad en moins de 60 minutes et qui risque fort de dépasser. On revient au logiciel de routage et si vous comparez ce que vous avez sur votre écran actuellement et ce que j'ai, vous devez constater que les valeurs des composants ont disparu. Il y a ici tout un ensemble de couches que l'on peut faire apparaître ou disparaître en fonction des besoins. Et en particulier, il y en a une qui concerne les valeurs. Ça veut dire que ce logiciel, il est organisé un petit peu comme des logiciels comme Photoshop, qui utilisent différents calques pour différents types d'informations. Donc moi, les valeurs, je n'en ai pas besoin au moment du tracé des pistes du circuit imprimé, je les fais disparaître. Les autres couches, bien, il y a une couche pour le cuivre sur le dessous, une couche pour le cuivre sur le dessous. Donc FCU pour le dessus, B pour bac.cu pour le dessous. Sur le circuit imprimé qu'on va réaliser, on va utiliser un total de 2 couches. Donc une couche de cuivre visible sur le dessus et une couche de cuivre visible sur le dessous. On pourrait réaliser des circuits imprimés plus sophistiqués avec des couches à l'intérieur du circuit imprimé. En quelque sorte, on réaliserait un sandwich de circuits imprimés avec des circuits qui sont extrêmement fins et que l'on vient assembler au fur et à mesure. Donc ici, je vais m'intéresser au tracé des pistes, donc je ne vais pas détailler l'ensemble des couches pour le moment. On les détaillera en fonction des besoins. On a déjà vu EdgeCuts par exemple qui permettait de dessiner le contour du circuit imprimé. Pour tracer les pistes, on dispose d'un outil. Alors d'autorouteur par exemple, il est possible de router automatiquement l'ensemble des pistes. Alors avec un résultat qui est plus ou moins appréciable. Alors exemple, on choisit l'outil autorouteur, clic droit, et puis ici autoroute, router automatiquement toutes les empreintes. Et on obtient un tracé, alors plus ou moins heureux, ça dépend des situations, mais qui ne respecte pas toujours les largeurs de pistes qui ont été demandées. Pour le supprimer, menu Edit, effacement généraux, pistes. Donc on supprime tout ce qu'on vient de tracer automatiquement. Alors ce qu'il faut savoir sur le routeur automatique, c'est qu'il route uniquement avec les largeurs de piste par défaut. Il n'applique pas les largeurs qui ont pu être modifiées pour d'autres types de signaux. Donc on s'intéresse maintenant au routage manuel. Donc routage manuel, 2 possibilités. Soit avec le mode d'affichage par défaut, soit avec le mode d'affichage OpenGL. On aurait la même chose avec Kero. Donc moi je vais me limiter à l'OpenGL. Donc d'abord, le mode avec affichage par défaut, on utilise cet outil-là pour pouvoir dessiner les pistes. On choisit la couche sur laquelle on souhaite travailler, par exemple la couche du dessus. On part d'une piste avec un clic. Et puis, si on va n'importe où, le logiciel ne nous dit rien, mais par contre, il nous empêche de nous arrêter au point où on n'a pas le droit d'aller. Donc, on recommence. Et puis comme ça, avec différents clics successifs, et un double clic pour finir, on arrive à tracer la piste. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas d'automatisme particulier, si ce n'est un contrôle. On ne peut pas s'arrêter à un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Et par exemple ici, si je veux tracer maintenant la piste GND, je peux passer à travers. Mais si je fais un double clic, on voit que ça ne le prend pas en compte. Bien, c'est somme toute assez limité en termes d'automatisme. Donc on va passer à une autre possibilité. Donc l'affichage sur le mode ici OpenGL. On a un changement de couleur qui nous permet d'identifier le mode. On peut changer ici la grille, mais on a pu voir que ça n'avait pas vraiment d'importance tout à l'heure. Donc ici, je reprends l'outil de tracé de circuit imprimé, un tracé de piste. Et puis ici maintenant, je pars de ce point-là, que j'essaye d'aller ici. Cette fois-ci, ça ne passe pas, on a un contournement qui se fait de façon automatique. Et puis on peut atteindre comme ça le point désiré. Et on termine par un clic. Alors évidemment, ça risque d'aboutir à des chemins très tortueux et un résultat qui n'est pas forcément satisfaisant. Quand on fait un circuit imprimé, on fait en sorte de minimiser la longueur des pistes autant que possible. Pour supprimer cette piste, alors, clic droit, ici,
on peut voir qu'on n'a pas de suppression possible, en tout cas pas quand on est dans le mode routeur interactif. Donc on va choisir le mode ici de sélection, et là on sélectionne soit un segment, ou avec un clic droit on peut sélectionner l'intégralité de la connexion, ou avec un clic droit on peut encore sélectionner l'ensemble du net. C'est-à-dire s'il y avait des liaisons GND ici jusqu'ici, ça sélectionnerait également cette partie-là. Et puis là maintenant, on peut cliquer sur Sup pour supprimer le segment correspondant. Donc raccourci I pour sélectionner l'intégralité de la connexion en cuivre, et puis Sup pour supprimer. Alors on peut avoir besoin ponctuellement de passer d'une couche vers une autre couche également. Donc je trace à nouveau une piste, je pars de là, j'arrive là, et puis je pars d'ici. J'aimerais pouvoir aller là sans contourner. Donc pour faire ça, eh bien, je vais placer avec la touche V un via. C'est ce qu'on voit apparaître ici quand on fait un clic droit. Placer via traversante. Donc je place mon via et je change de couche. Et donc je peux passer au-dessus. Et terminer ma connexion. Donc voilà comment on peut faire pour placer un via. Sur un circuit comme celui-ci, c'est absolument inutile. On n'a pas besoin de via. On peut travailler sans. Donc on va effacer cette dernière connexion, on se remet en mode sélection, on sélectionne, clic droit, hop, la connexion en cuivre, I, et on supprime. Alors ce qu'on a vu à l'instant, c'est que si j'essaye de placer une piste, ça contourne, à condition d'être sur la bonne couche. Là, ça contourne. Il existe un autre mode, pour ça on va dans Préférences, Routeur interactif, et on choisit Pousser. Donc le contournement, c'était le côté shove du routeur push and shove. Et ici, pousser, c'est donc le côté push du mode push and shove. Et là maintenant, c'est donc la piste qui était préalablement tracée qui se déplace pour pouvoir nous laisser passer. Alors ça ne fait pas toujours exactement ce qu'on veut, hein. Donc on va y aller progressivement. Et comme ça, on termine la piste. Donc on a pu déplacer. Alors c'est utile à la marge pour déplacer des pistes qui sont parallèles, par exemple, et laisser juste passer une piste entre deux autres pistes. Donc là, vous avez les différents éléments pour pouvoir tracer. Ce que je vous propose, c'est d'effectuer l'ensemble du tracé du circuit imprimé en omettant de tracé GND et en faisant le tout sur la couche du dessus, donc sur F. Et tout ça avec le mode OpenGL. Et on se retrouve tout de suite après une pause publicitaire. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai cherché à minimiser au maximum les différentes longueurs de piste. On a une certaine symétrie du circuit, c'est normal. Vous avez vu que le schéma est symétrique. Alors à partir de là, on peut ne pas être parfaitement satisfait du tracé de l'ensemble des pistes. D'abord, on peut réduire un peu le pas de grille quand on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on veut. Ça peut être une recommandation. Et également, on peut utiliser les possibilités du routeur push and shove pour pouvoir déplacer les pistes et les arranger. On se met pour ça dans ce mode de sélection. On sélectionne la piste que l'on veut modifier et on la déplace. Alors là, comme on le voit, ça déplace uniquement le segment. Le mode par défaut du routeur interactif déplace les segments seulement. On va modifier ça. On va dans Préférences, Routeur interactif, et ici, on lui demande d'effectuer un drag interactif. Voilà. Alors ce drag interactif, vous pouvez également l'effectuer lorsque vous êtes en mode tracé. Vous vous mettez sur une piste, cliquez sur D et vous effectuez le drag interactif. Donc comme ça permet rapidement de modifier l'allure de nos différentes pistes. D'avoir quelque chose qui correspond un peu plus à ce qu'on souhaite obtenir. Tout en sachant qu'on évite toujours d'avoir des pistes perpendiculaires. Là, on ne peut pas considérer que c'est perpendiculaire puisque ça s'arrête sur une pastille. Bien, il nous reste, puisque tout a été tracé, à gérer le problème de la masse. Alors pour ce qui concerne la masse, j'ai laissé la couche du dessous entièrement libre pour tracer la masse, et on va la tracer avec ce qu'on appelle un plan de masse, ou un plan d'alimentation. C'est d'une façon générale une zone entièrement cuivrée, à l'intérieur de laquelle on peut faire passer d'autres pistes si nécessaire, mais dans certaines applications, on alloue entièrement une couche des circuits imprimés à
à l'alimentation choisie. Donc pour nous, ce sera GND. Donc ça se trouve ici, hein, addition de zone remplie. Et on va dessiner cette zone par-dessus le contour du circuit imprimé en effectuant un premier clic. On choisit donc la couche, on se met sur Back, on choisit le net GND, ce sera donc la masse qui sera reliée sur cette couche. Et comme ça, on suit le contour. Alors je vous rappelle que la grille était en millimètres quand on a tracé le contour, il vaut mieux se remettre en millimètres pour pouvoir tracer ce contour qu'on termine par un double clic. Donc là, le contour a été tracé. Pour l'actualiser, vous pouvez effectuer un appui sur la touche B. Et donc en actualisant avec B, on voit qu'on fait disparaître le chevelu correspondant à la masse. Donc la masse est tracée. On a donc nos deux couches, à la fois la masse et puis ce qui correspond aux différents signaux qui se trouvent sur le dessus cette fois-ci. Alors, des petites remarques par rapport à ce plan de masse. Alors, il y a beaucoup à dire sur les plans de masse. C'est une notion qui est relativement complexe. Moi, je ne vais pas aller dans le détail ici. Si ce n'est que dans certains contextes, la qualité du plan de masse peut avoir une incidence parfois négative, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec les plans de masse. Il faut être suffisamment documenté pour ça. En tout cas, dans les applications basse fréquence, avoir un plan entièrement plein, tel que c'est le cas ici, ce sera toujours positif. Alors ici, on constate une petite chose, c'est que les éléments ne sont pas totalement reliés au plan de masse, ils le sont par l'intermédiaire d'un croisillon de cuivre, avec ici des parties ajourées, qu'on appelle frein thermique. Alors le but du frein thermique, c'est que quand vous allez ici chauffer la pastille pour pouvoir souder le composant, eh bien ça évitera à toute l'énergie fournie par le fer à souder de se dissiper à l'intérieur du plan de masse. Et ça permet de réussir plus facilement la soudure. Puisqu'à partir du moment où l'énergie se dissipe dans le plan de masse, eh bien on a plus de mal à effectuer la soudure avec un fer de basse puissance. Il faut augmenter la puissance du fer. Augmenter la puissance du fer, ça veut dire chauffer localement davantage. Et c'est un risque pour les composants que l'on va souder à ce moment-là. Donc voilà pour toute cette partie. La partie suivante concerne la sérigraphie. Alors je vous rappelle, la sérigraphie, c'est ce qui se trouve ici sur le dessus. Ce sont les indications des différents composants, les références des composants. Pour pouvoir les placer correctement, eh bien, on change le pas de grille, on met plutôt un pas de grille plus petit. Alors par exemple 10 millièmes de pouce. Et puis on choisit la touche M pour déplacer ce qui correspond à la sérigraphie. Et on vient placer ça. Alors si possible, tous les éléments avec la même orientation. Et surtout, on évite de mettre ça en dessous du composant, puisque si je place cet élément-là en dessous du composant, lorsque le composant sera soudé, on ne verra plus la référence. Et pour la maintenance, ce sera un handicap. Alors il existe également une couche de fabrication qui va permettre de mettre différentes informations pour non pas le fabricant du circuit imprimé, mais la société qui sera chargée de la mise en place des composants sur le circuit imprimé. C'est cette couche de fabrication qui va renseigner la société qui pose les composants sur quel composant doit être placé à quel endroit. Donc là, actuellement, elle n'est absolument pas adaptée. Je ne vais pas la gérer, je la fais disparaître, et donc on s'intéresse à la sérigraphie seulement. Alors je vous encourage à faire la sérigraphie. Vous utilisez M pour déplacer les éléments, R pour les faire tourner, et vous placez ça à bon escient à l'image de ce qui a été fait ici. Pour finir, on va ajouter des trous de fixation. Alors pour ça, il suffit d'ajouter ici un nouveau composant. Alors au préalable, excusez-moi, on va se mettre à nouveau en millimètres, puisque le contour de la carte est en millimètres. Si on veut être à une distance convenable de la carte, il est mieux d'être en millimètres. Donc là, je choisis d'ajouter un nouveau composant, un clic droit. Alors il me propose d'aller chercher le composant dans le viewer, et ici vous avez une bibliothèque qui contient les trous de perçage. Donc trous de perçage, trous d'assemblage. Et je vais choisir un trou percé à 2,7 mm pour des vis de type M 2.5, donc des vis de 2,5 mm. Donc un double clic pour sélectionner et puis on place l'élément.
là, c'est vraiment limite par rapport à la position de la capacité. Alors, pas besoin de référence. Donc cette référence, on ne peut pas appuyer sur Sub pour la supprimer. Par contre, on peut l'éditer. Donc avec la touche E. Bon, ben là, il n'a pas envie. Alors, il faut se remettre dans le mode de sélection. Donc E pour Edit. J'efface ce qui correspond à la référence. Et maintenant, je vais dupliquer ce composant. Pour ça, il suffit de choisir le duplication ou CTRL D. Et comme ça, on en place aux différents angles du circuit imprimé. Pardon. On refait un CTRL D. On emmène la copie. Donc juste décaler d'un petit cran. Idem. Voilà. Alors comme on le voit, il vaut mieux décaler ici la référence. Donc en se remettant en mode sélection, on va décaler un petit peu la référence de la capacité. Pareil pour ces deux. Hop, quelque chose de symétrique si possible. Voilà. Donc là, on a terminé le tracé du circuit imprimé. On a placé les trous de fixation. On a vu comment utiliser un plan de masse. Je vous rappelle que le plan de masse, pour le réactiver, on appuie sur la touche B. On en a souvent besoin quand on dessine. Parce que, imaginons que je fasse placer une piste en dessous. On va faire juste un essai. Donc je sélectionne la couche de dessus. Par exemple, je pars d'ici. Et j'ai envie de passer en dessous. J'appuie sur la touche V qui peut me placer un via. Là, je repars en dessous. Ah bah, comme il y a le plan de masse, il ne veut pas forcément le faire. Ah non, attendez. On appuie sur V, on clique, et là, on a sur le passage en dessous. Et puis, je vais m'arrêter ici avec un double clic. Voilà, échappe. Donc, là, actuellement, je ne vois pas ce qui a été tracé. Si j'appuie sur B, eh bien, on voit le contour de la piste qui vient d'être ajoutée et qui vient s'insérer dans le plan de masse, mais sans toucher le plan de masse, puisqu'il ne s'agit pas d'un signal de masse, mais du signal ici, entrée gauche. Bien, on va supprimer ce qui a été fait. Donc, mode sélection. Hop, on supprime le via, on supprime la piste, etc. Voilà. Et si je rappuie sur B, le plan de masse se redessine. On a donc terminé cette partie. Il reste maintenant à voir comment générer les fichiers de fabrication et envoyer le circuit imprimé en fabrication.